Pourquoi une guerre oubliée dans l'est du Congo pourrait changer la donne pour des millions de personnes? Aujourd'hui, une nouvelle fracassante secoue le Nord Kivu. Les rebelles de la FC M23 quittent Kibati, un petit village dans le territoire de Walikale, après des semaines de tensions. Ce retrait pourrait-il marquer un tournant dans un conflit qui ravage la région depuis des décennies? Ou n'est-ce qu'une pause avant une tempête encore plus violente? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la crise congolaise. Imaginez un instant, une région riche en minerais où l'or et l'étain attirent des convoitises internationales, mais où les habitants vivent dans la peur constante des combats. C'est le Nord Kivu, une province de la République démocratique du Congo où la guerre n'a jamais vraiment cessé depuis les années 90. Kibati, un village du groupement Luberiké, dans le territoire de Walikale, est devenu le dernier théâtre de cette tragédie. Il y a 2 semaines, les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo, plus connus sous le nom d'AFC M23, ont pris position dans ce village stratégique après avoir quitté le centre de Walikale, une ville minière clé. Mais aujourd'hui, selon des sources fiables, ces rebelles font leur bagage et se dirigent vers Kachebere, à la frontière entre Walikale et Masisi. Pourquoi ce retrait soudain? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour les habitants de la région? Pour comprendre, remontons un peu en arrière. Le Nord Kivu est un puzzle complexe de groupes armés, d'intérêts économiques et de rivalités régionales. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus selon plusieurs rapports par le Rwanda, bien que Kigali le nie, ont repris du terrain depuis janvier 2025. Leur offensive éclair leur a permis de capturer Goma, la capitale provinciale, puis Bukavu, dans le sud Kivu, provoquant des milliers de morts et déplaçant des centaines de milliers de personnes. Walikale, avec ses mines d'étain et d'or, est un joyau stratégique. Contrôler cette zone, c'est contrôler un réseau routier reliant 4 provinces et une richesse minérale qui alimente les marchés mondiaux. Mais c'est aussi plonger des communautés entières dans l'insécurité. Le 19 mars 2025, les rebelles s'emparent de Walikale, marquant leur avancée la plus à l'ouest à ce jour. Les habitants décrivent des scènes de chaos, tirs d'artillerie, drones survolant la ville et une population coincée sans accès sûr par route ou par air. Médecins sans frontières alertent alors sur une pénurie imminente de médicaments, estimant que la ville n'a que 2 semaines de réserve. Mais fin mars, un premier signe d'espoir apparaît. Les rebelles annoncent leur retrait de Walikale, qualifiant ce geste de bonne volonté pour faciliter des pourparlers de paix à Doha, au Qatar. Ce retrait, cependant, n'apporte qu'un répit fragile. Des affrontements éclatent à nouveau, et les rebelles s'installent à Kibati, à une trentaine de kilomètres de Walikale centre. C'est ici que l'histoire devient encore plus intrigante. Selon des sources coutumières et administratives, les rebelles ont quitté Kibati ces derniers jours, emportant avec eux leurs bagages. Des témoins à Kachebere confirment leur arrivée, mais leur destination finale reste un mystère. Certaines voix locales suggèrent que ce mouvement pourrait être une réponse à la pression croissante des Wazalendo, ces groupes d'autodéfense communautaires qui luttent contre les rebelles dans la région. Mais est-ce vraiment aussi simple? Et si ce retrait n'était qu'une manœuvre tactique pour se regrouper et frapper ailleurs? Ce qui rend cette situation si préoccupante, c'est son impact humanitaire. Prenons un moment pour réaliser ce que vivent les habitants de Kibati et de Walikale. Imaginez être forcé de fuir votre maison, laissant tout derrière vous, sans savoir si vous reverrez un jour vos proches.
Depuis janvier, l'offensive des rebelles a déplacé des centaines de milliers de personnes. Les camps de réfugiés débordent, les écoles sont fermées et les hôpitaux manquent de tout. À Walikale, les civils ont été pris au piège des combats, avec des routes coupées et des approvisionnements bloqués. Un activiste local, Fiston Misona, témoignait en mars. « Notre armée congolaise ne combat plus. C'est comme si nous étions sacrifiés. » Ces mots résonnent comme un cri de désespoir dans une région où l'espoir semble s'éteindre. Mais il y a une autre dimension à cette crise, les intérêts économiques. Walikale n'est pas qu'un champ de bataille, c'est un coffre-fort à ciel ouvert. La mine de Bissi, à une 60aine de kilomètres de la ville, est l'une des plus grandes mines d'étain au monde. Des entreprises internationales dépendent de ces minerais pour produire des smartphones, des ordinateurs et même des emballages alimentaires. Pourtant, les profits de ces richesses ne profitent que rarement aux Congolais. Au contraire, la guerre des minerais, alimente le cycle de violence, avec des groupes armés comme l'AFC M23 se battant pour le contrôle des sites miniers. Ce n'est pas un hasard si Walikale, avec ses gisements d'étain et d'or, est une cible prioritaire. Alors, que penser de ce retrait de Kibati? Certains y voient un signe encourageant. Les pourparlers de paix à Doha, bien que fragiles, ont conduit à des engagements de cessez-le-feu, et le retrait de Kibati pourrait être un geste pour maintenir la pression diplomatique. Mais d'autres sont sceptiques. Un officier de l'armée congolaise, cité récemment, doutait déjà de la sincérité des rebelles lors de leur retrait de Walikale. Et pour cause, à plusieurs reprises, l'AFC/M23 a promis de se retirer, pour ensuite reprendre ses offensives. En mars, ils avaient renié leur engagement à quitter Walikale, accusant l'armée congolaise de ne pas respecter ses propres engagements. Ce jeu du chat et de la souris alimente la méfiance. Et puis, il y a les Wazalendo. Ces groupes, souvent composés de jeunes locaux armés de fusils artisanaux, sont devenus un acteur clé dans la résistance aux rebelles. Leur rôle est ambivalent. Pour beaucoup, ils sont des héros protégeant leur village. Pour d'autres, leurs actions parfois indisciplinées compliquent la situation. Si leur pression a effectivement poussé les rebelles à quitter Kibati, cela montre leur influence croissante. Mais cela pose aussi une question. Dans un conflit où tout le monde est armé, comment construire une paix durable? C'est ici que nous arrivons au cœur de cette histoire, le moment qui change tout. Ce retrait de Kibati n'est pas juste un mouvement de troupes. Il révèle une vérité dérangeante. La guerre au Nord Kivu n'est pas seulement un conflit local, mais un échiquier géopolitique où des puissances régionales et internationales tirent les ficelles. Le Rwanda, accusé de soutenir l'AFC M23, nie toute implication, mais les Nations unies et plusieurs gouvernements occidentaux affirment le contraire. De l'autre côté, le gouvernement congolais, critiqué pour sa corruption et son incapacité à protéger ses citoyens, peine à reprendre le contrôle. Et au milieu, des civils payent le prix d'un jeu qui les dépasse. Pensez-y. Pendant que des diplomates négocient à Doha, des enfants à Kibati dorment sous des bâches sans savoir s'ils auront à manger demain. Pendant que des multinationales achètent l'étain de Walikale, des familles fuient les balles. Ce contraste est insupportable, et pourtant, il est au cœur de ce conflit. La guerre au Nord Kivu n'est pas qu'une question de territoire ou de pouvoir, c'est une bataille pour l'âme d'une nation, pour la dignité d'un peuple qui refuse de baisser les bras. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Le retrait de Kibati pourrait ouvrir une fenêtre pour la paix, mais seulement si toutes les parties jouent le jeu. Les pourparlers de Doha doivent aller au-delà des promesses creuses. Le gouvernement congolais doit investir dans la sécurité et le développement de l'Est du pays. Les Wazalendo
doivent être encadrés pour éviter les dérives. Et la communauté internationale, qui profite des minerais congolais, doit prendre ses responsabilités en soutenant des initiatives de paix et en sanctionnant ceux qui attisent le conflit. Mais soyons réalistes. La paix au Nord Kivu ne se construira pas en un jour. Trop de blessures, trop de méfiance. Chaque cessez-le-feu semble n'être qu'une pause avant le prochain combat. Pourtant, il y a des raisons d'espérer. Les habitants de Walikale et de Kibati, malgré tout, continuent de se battre pour leur avenir. Des organisations locales travaillent sans relâche pour fournir de l'aide. Et des voix, comme celle de Fiston Misona, refusent de se taire. En fin de compte, cette guerre n'est pas seulement celle des armes, mais celle des idées. C'est une lutte pour dire « nous méritons mieux ». Pour les millions de Congolais pris dans ce tourbillon, chaque pas vers la paix compte, même le plus petit. Le retrait de Kibati, aussi incertain soit-il, est un rappel que rien n'est figé, que l'histoire peut encore changer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ne vous arrêtez pas là. La crise au Nord Kivu a besoin de votre attention. Partagez cette vidéo, informez-vous et soutenez les organisations qui font la différence sur le terrain. Et pour plonger encore plus dans les coulisses de ce conflit, regardez notre prochaine vidéo où nous dévoilons les secrets des accords de paix de Doha. Vous ne serez pas déçus.